Alors, moi, je voudrais insister sur le fait qu'effectivement, et ça a été dit dans les différentes interventions, je crois que le potomitan a en fait euh, une dimension plurielle, enfin revêt plusieurs identités, plusieurs formes, et qu'en fait, on ne parle pas toujours de la même chose quand on parle du potomitan, et que finalement, c'est un personnage ambivalent, paradoxal et clivant, parce que je pense que si on regarde autour de nous ce que les gens en pensent, il y a une partie de la population qui pense que c'est absolument indispensable que la société repose sur les épaules des potomitans et que les femmes revendiquent parfois cette notion de potomitan, alors que d'autres femmes ou des hommes remettent en question cette image parce que ce serait effectivement quelque chose de limitant, d'enfermant, voire d'aliénant. Alors, je vais essayer d'expliquer tout ça. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet, c'est une réalité, le potomitan, en tout cas une image, un symbole, un pilier qui semble toutes et tous nous concerner et donc en même temps qui nous divise. Certains l'admirent, la vénèrent, la glorifient, la revendiquent, d'autres la critiquent, veulent s'en défaire. On va trouver des différences évidemment selon l'âge, selon la génération, l'éducation et le niveau socio-professionnel, hein, Sabine en a parlé. Et Clara a souligné combien, effectivement, autrefois, cette injonction à être potomitan pouvait être édictée par la religion. Je voudrais ajouter aussi que c'était quelque chose qui était édicté par les écoles, autrefois écoles religieuses, mais aussi écoles publiques, qui étaient des vecteurs et des passeurs des normes et donc des normes de genre pour donner des modèles d'éducation aux filles et aux garçons. Je renvoie là, par exemple, aux travaux de Claire, cette fois-ci palmiste. Et puis tout le discours religieux, mais aussi le discours social, culturel et politique pouvait amener à la formation de cette mère douboute, vaillante, impliquée dans sa famille. Alors, cette image pluridimensionnelle, pour moi, en fait, elle revêt plusieurs aspects et elle génère plusieurs types de réactions parce que je pense que, enfin, moi, j'y trouve au moins 6 composantes. La première, c'est la notion de pilier. Ah, j'ai pas mis thermomètre, mon chronomètre, pardon, excusez-moi. Je le mets parce Alors, que je suis très bavarde. tu es à 3 minutes là, maintenant. D'accord, ok. Euh, la première, c'est la notion de pilier, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas dit, mais le potomitan, c'est vraiment le pilier central d'un édifice, a priori d'un temple vaudou au départ, de la famille ensuite. Et donc, cette première dimension repose sur l'idée d'une solidité solitaire, hein, au centre, central, c'est-à-dire vraiment le pilier central d'un édifice éventuellement de toute la société, une femme qui pourrait être et se contenter d'être seule au milieu de sa case, celle sur qui tout va reposer, qui fait preuve de solidité, de résistance et qui est capable donc de faire face seule aux besoins de la famille en faisant preuve de débrouillardise pour s'occuper de ses enfants, pour éventuellement s'occuper du conjoint quand il y en a un. Et c'est vraiment l'idée d'un pilier sur lequel on doit pouvoir s'appuyer, qui va résister, un peu comme la force du mahogany, hein, le socle, la fondation, quelque chose qui est fondateur de notre culture, de notre identité, de nos identités, de nos familles. Et cette première dimension, en fait, révèle que toucher au potomitan, oser faire ce qu'on est en train de faire là, ça peut être vécu de façon assez dramatique pour certains parce qu'ils peuvent avoir l'impression qu'on va fragiliser tout un édifice social, culturel, identitaire et que justement, il faut au contraire le préserver et ne pas l'interroger. La deuxième dimension, c'est que c'est une icône de résistance, celle de la femme qui est censée être capable de résister à toute adversité, à l'absence des hommes, aux coups durs de la vie, à différentes situations de domination et d'exploitation, et qui va être suffisamment forte et suffisamment habile pour s'opposer à différents types d'exploitation, que ce soit les couillonnades des hommes, pour ne pas se laisser faire, pour se défendre face à la domination masculine, pour tenir, pour encaisser. Et donc, c'est celle qui répond à l'injonction à tenir, à faire face, à ne pas se laisser faire, à surtout faire bonne figure, à être indépendante et toujours montrer une certaine fierté. Donc, ce côté du potomitan, c'est celle qui répond à l'injonction « faut quimber, ma fille ». C'est la femme vaillante, c'est la femme douboute, c'est la femme digne qui mène dans l'adversité. Et donc, paradoxalement, c'est aussi la femme insoumise, là, dans cette dimension d'icône de résistance, non seulement dans la famille, mais aussi dans la société.
c'est aussi la femme, alors en tout cas pour la Guadeloupe, et on pourra voir peut-être s'il y a des différences entre la Guadeloupe et la Martinique, mais c'est aussi la femme qui est capable de résister à la domination coloniale, à la domination professionnelle, celle qui va être présente dans les syndicats, dans les luttes syndicales, qui va tenir des mouvements sociaux. Et même si on voit surtout les hommes dans les images des luttes syndicales, on sait aussi combien les femmes sont indispensables dans la résistance politique. Et donc, ce potomitan, cette fois-ci, c'est celle qui se bat pour défendre des intérêts, qu'ils soient individuels, collectifs, ou éventuellement ceux du peuple, voire même ceux de la nation. Alors, ça a été dit, mais en Guadeloupe, on a une icône célèbre, c'est évidemment Solitude, qui incarne le récit, le mythe fondateur de la société matrifocale, hein, j'en ai déjà parlé par ailleurs dans des travaux, et de la lutte anti-esclavagiste. Donc, et puis plus récemment, on a des figures de femmes qui sont aussi des potomitans en politique. On aurait pu parler de Lucette Michauchevry, par exemple, ou avant peut-être Gertie Archimède, même si son combat féministe visait justement à émanciper les femmes, j'y reviendrai. Alors, cette deuxième dimension, le paradoxe, c'est qu'elle empêche de penser la vulnérabilité des femmes. C'est-à-dire que cette injonction à être résistante masque le fait que les femmes ne sont pas toutes dans cette résistance, et c'est comme si ça faisait peser une sorte d'interdit tacite, implicite, aux femmes à se plaindre pas à se plaindre, parce qu'en même temps, la complainte des femmes fait partie aussi du potomitan parfois, mais en tout cas à admettre, à reconnaître et à exprimer leur vulnérabilité. Et ça, je pense que c'est important parce qu'il y a cette idée qu'il faut rester forte et tenir comme si on n'avait pas le droit d'être fragile. Donc, je pense que c'est quelque chose à interroger. La troisième dimension, c'est la dimension totémique. Moi, je crois que le potomitan, c'est un totem. Et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à en parler. C'est l'image de celle sur qui repose cette fois-ci une mission de transmission. Il s'agit, en tant que mère, en tant que femme potomitan, d'être dans le rôle de la transmettrice, de la médiatrice de valeurs, de principes fondamentaux, à la fois de la famille, de la société, d'une génération à l'autre, et donc de transmettre des valeurs et des critères qui vont être ceux de la bonne éducation, d'une part. Alors, on a parlé on a parlé de l'idéal vertueux de respectabilité, d'honorabilité, de droiture, de dévouement maternel à transmettre aux générations suivantes. Et donc, il y a l'idée que, en tant que totem, le potomitan incarne cette transmission verticale d'une génération à l'autre. Et c'est aussi ça, le potomitan, c'est l'axe central de transmission et de médiatrice culturelle de l'identité féminine. Et quelque part, au-delà de l'identité féminine, de l'identité guadeloupéenne, martiniquaise, antillaise. Alors, ce que cette troisième dimension masque, c'est la difficulté, enfin, c'est l'emprise, en fait, c'est l'injonction identitaire, et donc la difficulté à laisser les femmes exister selon d'autres modèles. Et si elles n'étaient pas potomitan, que seraient-elles? Et est-ce que, du coup, le fait de ne pas être potomitan impliquerait de ne pas être guadeloupéenne? Est-ce qu'on peut, ou martiniquaise ou caribéenne, est-ce qu'on peut se définir en tant que femme guadeloupéenne, antillaise, caribéenne, sans se définir comme potomitan? Et justement, la remise en question par les jeunes générations inquiète sur si elles ne sont pas potomitan, est-ce qu'elles sont bien guadeloupéennes et est-ce qu'elles ne sont pas finalement dans un autre modèle? La quatrième dimension, c'est le tabou. Et j'en suis bien à 4. C'est ça? Je ne me suis pas trompée? Bon, je ne sais pas. Oui, c'est le tabou. Et tabou, pourquoi? Parce qu'effectivement, on a parlé de la question du sacrifice des femmes. J'avais beaucoup abordé ça dans ma thèse sur l'idée qu'effectivement, le potomitan se construit autour de l'idée d'un sacrifice. Alors, sacrifice de beaucoup de choses, sacrifice de la vie privée, peut-être sacrifice de la sexualité, sacrifice parfois d'une vie sociale, de relations amicales, mais en tout cas, un sacrifice qui, en tant que mère, instaure une dette dont vont hériter les enfants, garçons et filles, et instaure une relation de redevabilité presque imprescriptible envers la mère, qui en plus, par ce sacrifice, est présentée dans sa souffrance. Et ça, c'est intéressant parce que est associé quand même au potomitan, derrière l'idée du potomitan, l'idée que c'est une femme qui a souffert, qui s'est battue, qui a donné beaucoup, et que pour exister dans cet idéal sacrificiel, elle aurait sacrifié quelque chose d'essentiel de sa vie de femme pour advenir en tant que mère.
Et c'est intéressant parce que le vocable du sacrifice est présent dans beaucoup de choses autour du potomitan. D'une part parce que on est quand même face à un personnage un peu sacré, en tout cas qu'on sacralise, hein, donc il y a toujours sacrifice, sacré, sacralisation de la mère dévouée perçue comme parfaite, le sacrilège de la remettre en question, de la critiquer. Moi, je peux vous dire que j'ai été moi-même l'objet d'attaques assez violentes pour avoir osé critiquer le potomitan, hein, que c'était impensable autrefois, tabou, voire dangereux, et que le sacrifice, enfin, la dimension sacrée impose aussi que le potomitan serait constitutif de l'essence même de l'identité et du lien collectif à des ancêtres magnifiés et eux aussi sacrifiés. Or, si on cherche à savoir quel est l'objet de ce sacrifice, moi, je pense qu'il faut interroger la terminologie et ça donne des choses intéressantes. Dans la même famille que sacrifice, il y a le sacrum. Et en fait, je pense que l'air de rien, le sacrifice, ce à quoi le sacrifice renvoie, c'est à tout ce qui est en dessous du sacrum, le sacrum étant l'os sacré, le dernier os de la colonne vertébrale, et qu'en fait, tout ce qui est sacrifié, tout ce qui est sacré, c'est ce qui est en dessous, c'est-à-dire tout ce qui concerne la sexualité de la mère. Et ce n'est pas un hasard non plus si, dans nos sociétés matrifocales, l'insulte suprême est évidemment l'insulte à la mère. Donc, le mythe, c'est aussi celui d'une mère irréprochable, la mère courage, hein, irréprochable dans sa souffrance. Mais là aussi, le paradoxe, c'est que ça nous empêche de penser le contraire, c'est-à-dire toutes les stratégies maternelles envers les hommes, notamment la ruse, la débrouillardise. Ça nous empêche de penser, enfin, ça rend difficile le fait de penser comment les fils vont pouvoir se libérer du lien fusionnel à la mère, et d'autant plus si le père est absent, hein. On sait la difficulté de rompre l'amarre maternelle et de se débarrasser de cette dette imprescriptible envers la mère. Je vous renvoie là au travail de Jacques André, hein, comment les fils se sentent une redevabilité permanente, incapables parfois d'advenir en tant qu'hommes et en tant que père, puisqu'ils doivent avant tout être des fils aimants. Mais c'est possible aussi du côté des filles. Dernière dimension, c'est le côté épouvantail. Alors, un épouvantail un peu phallique, c'est-à-dire que le potomitan exerce une force centrifuge, je crois, quand on y regarde, à ses dépens. Je ne dis pas que c'est quelque chose de choisi, de volontaire, mais justement, la construction sociale et culturelle du potomitan fait qu'il peut exercer une force centrifuge, c'est-à-dire qu'il est la telle incarnation de l'indépendance, de l'autonomie, de la solitude, de la droiture, de la résistance, de la verticalité, que la question que parfois peuvent se poser certaines personnes, et notamment des hommes, c'est mais comment entrer en relation affective, amoureuse, sexuelle avec une telle femme? Comment prendre sa place à côté? Alors, quand je dis ça, je sais que certaines féministes ne vont pas être d'accord, mais laissez-moi m'expliquer. C'est-à-dire comment un homme peut occuper une place d'homme à ses côtés, puisque ce qui est dans l'imaginaire implicitement, c'est que cette femme-là, elle sait tout faire. Elle sait tout faire, elle n'aurait besoin de rien. Elle se fait une fierté d'ailleurs à ne rien demander et à pouvoir tout assurer, éventuellement en disqualifiant le compagnon dans ses tentatives et ses tentatives d'exister et d'occuper la place de père. Et vous avez peut-être noté quand même que depuis, on peut dire 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce qui est en jeu, c'est justement la renégociation des rapports de pouvoir au sein du couple et comment les hommes d'un côté peuvent occuper une place de conjoint et de père, tout en comment dire, et comment en même temps les femmes peuvent laisser aussi une place dans cet espace domestique qui est l'espace de leur identité, de leur identification. Alors, dans cette acception, la dimension phallique, diraient les psychologues, en tout cas la dimension masculine du potomitan ressort, c'est la mâle femme, la femme à graines, la femme qui pourrait être comme un homme et qui occupe l'espace psychique à la fois de la maternité mais aussi de la paternité, puisqu'elle peut revendiquer, comme ça a été dit, le fait d'être mère et père. Et même si on sait que c'est bien malgré elle et que c'est les conséquences de l'absence des hommes, ce qui est énoncé d'un point de vue performatif amène à une occupation de deux fonctions. Et là, ce que cette dimension masque, eh bien, c'est la tristesse, c'est la souffrance, c'est la difficulté des femmes à endosser trop de charges et trop de contraintes, et le fait qu'elles supportent souvent en silence quelque chose de trop lourd pour elles.
Alors, ici, on pourrait parler de l'arnaque conjugale, de l'arnaque relationnelle, de l'arnaque parentale. Et je voudrais rapporter les propos d'une amie qui, malheureusement, n'a pas pu se connecter parce que nous sommes victimes de notre succès et qui disait qu'elle a été élevée pour être une potomitan, mais qu'elle le regrettait parce que si elle avait été moins potomitan, peut-être qu'elle ne se serait pas séparée de son mari, à qui elle ne laissait jamais de place et qui avait fini par lui demander « mais ça te tuerait de demander quelque chose, ça te tuerait de me demander de l'aide ?» Alors, la notion d'épouvantail, elle est vraie aussi, comment dire, elle est vraie aussi du côté des femmes. Je vois que le temps est quasiment écoulé, donc je vais finir. Qui, elles, les jeunes femmes, ne veulent pas forcément endosser toutes ces charges et ne veulent pas être enfermées dans l'espace domestique et la contrainte et être contraintes à la seule fonction maternelle. Et donc, ils vont remettre en cause le potomitan dans cet aspect-là d'enfermement et d'arnaque pour renégocier le couple autrement. Et moi, ce que j'entends récemment, c'est qu'il y a quand même un appel à la construction d'un autre modèle de genre, d'un autre contrat de genre, d'un autre contrat social au sein des relations hommes-femmes, qui peut passer par des choses simples qui sont le partage des tâches domestiques, des loisirs, de la communication, l'accès au plaisir aussi pour les femmes, l'accès à une sexualité épanouissante et non pas une sexualité justement soumise, violentée. Et je pense qu'on est en train, par cette condamnation, d'arriver à un nouveau modèle de genre. Et bon, j'ai encore plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter parce que ce que je note aussi, et d'ailleurs ça a été dit dans le chat, c'est que ce potomitan a l'air tellement essentiel et fondamental que sa remise en question interroge sur, mais si elles ne sont pas potomitans, elles vont être quoi? Et je pense qu'il y a beaucoup de critiques et de résistance aussi dans nos sociétés par rapport à la remise en question du potomitan, qui viennent soit de la religion, soit de la société générale, enfin de normes morales, qui visent à remettre les femmes dans l'espace domestique et à les remettre dans une emprise patriarcale ou dans la contrainte économique, et qui repose sur le fait que, en fait, si les femmes n'étaient plus potomitans, quel modèle elles adopteraient? Et est-ce que finalement, elles ne risqueraient pas d'adopter un modèle occidental, français, qui serait du coup dangereux pour la conservation, la préservation identitaire et culturelle de nos sociétés, et qui ne serait pas compatible avec l'identité et l'essence même de nos identités. Alors, je vais m'arrêter là parce que le temps est écoulé, mais pour le débat, je pense qu'on peut aussi s'intéresser et se questionner sur le fait que est-ce que l'image du potomitan, aussi ambivalente soit-elle, est compatible avec un projet féministe? Et est-ce qu'on peut être à la fois féministe et, et remettre en question, est-ce qu'on peut remettre en question le potomitan, être féministe, ou est-ce que le féminisme est vu juste et serait incompatible avec cette identité de potomitan parce que le féminisme serait vécu comme un modèle importé, un modèle qui s'appliquerait uniquement, entre guillemets, aux femmes soumises, ça c'est une caricature, et que les femmes antillaises n'étant pas soumises, elles ne pourraient pas être, elles n'auraient pas besoin du féminisme, pardon.